Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Alors on arrive presque à la fin du cycle sur la comédie amoureuse américaine. Vous avez remarqué en regardant la bande-annonce, si vous êtes venu les précédentes fois, que vous avez presque tout vu du coup. Et puis on a fait, par rapport à la dernière fois où je vous ai parlé de Annie Hall, on a fait un bond quand même d'une presque 20 ans, enfin d'une quinzaine d'années, pour en arriver en 93. Mais vous allez voir que ce film, donc Un jour sans fin, et qui a pour titre original Groundhog Day, et vous allez voir pourquoi, pour ceux qui n'ont pas vu très très bientôt, pourquoi ça s'appelle Le jour de la marmotte. Mais ce film-là de 93 est quand même, à mon sens, aussi un condensé des années 80. Donc vous avez en bonus les années 80 dans ce film du milieu des années 90, un film de Harold Ramis qui est en fait le sixième, le dernier, qu'il tourne avec Bill Murray. Ils font une sorte de duo réalisateur-acteur. C'est évidemment des gens qui viennent du comique, et notamment ils ont tous les deux joué dans Ghostbusters, qui a coécrit Harold Ramis, qui l'a coécrit aussi et réalise. Donc ils étaient tous les deux des Ghostbusters dans le film Ghostbusters. Que vous dire d'autre sur ce film ? Vous avez dû entendre qu'il est devenu culte, enfin surtout aux États-Unis. Un peu ailleurs, mais principalement aux États-Unis. Mais plutôt que d'en faire un film culte et d'expliquer pourquoi avant que vous le voyez, je pense qu'il vaut mieux quand même qu'on en discute après. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour ce qui est de la cinéphilie, il a contribué à fixer vraiment la personnalité d'acteur de Bill Murray, que vous avez vu ensuite beaucoup plus tard dans Broken Flowers, par exemple, beaucoup plus récemment, de Jim Jarmusch, ou dans les films de Wes Anderson, notamment c'est lui qui joue le capitaine à la Cousteau de La vie aquatique, par exemple. Donc tout ce côté à la fois pince sans rire, mélancolique, etc., vous allez voir que quand même il prend son origine dans ce film-ci. Et puis pour ce qui est du parcours un petit peu initiatique qui a lieu dans ce film-là, je préfère vous laisser le découvrir, et éventuellement des interprétations philosophiques, puisque tout le monde s'est jeté sur ce film, qui est un film tout de même aussi divertissant, une comédie, je sais pas, comme si la philosophie et les diverses religions avaient absolument besoin de cette nourriture. C'est impressionnant ce qui s'est passé autour des lectures de ce film. Voilà. Donc, je vous laisse le voir, puis on en reparle après, parce que sinon ça va être trop mystérieux et je veux pas dévoiler les choses tout de suite. Voilà, bon film. Il y aurait effectivement une approche par la musique, par les différentes musiques de ce film. Il y a une chanson qui a été coécrite par Harold Ramis, le réalisateur, qui est Weatherman, donc le monsieur météo, qu'on entend au début à la fin, qui est pas devenu une chanson à succès, et qui a des accents très années 80 dans ses rythmes. Mais c'est vrai que vous vous souvenez, si vous revenez au début, le type de musique qui est utilisé, c'est le compositeur George Fenton, qui plagie quasiment, enfin il l'a avoué, Nino Rota, vous savez, le côté un peu fanfare, mais qui prend un accent un tout petit peu plus inquiétant, au début qui est assez enjoué comme ça, et puis qui prend un accent plus inquiétant, et ça c'est vraiment dès le début avec la musique générique, et puis tout au long du film, effectivement c'est scandé par des chansons, alors bien sûr celle qui le réveille un certain nombre de fois, de Sonny et Cher, I Got You Babe, et qui à mon avis a été choisi moins pour ses paroles, même si on en entend un petit peu I Got Your Little Hand, mais c'est surtout, je pense, le côté agaçant de la voix, et le côté ritournel qui est évidemment au centre du scénario, la répétition qui est au centre du scénario. Et puis tout au long quand même, il y a un travail sur ces différentes musiques, parce que vous vous souvenez, vers la fin, quand il est au comptoir et que tout à coup le diner est devenu quasiment une bibliothèque, puisque il est là à lire des livres à côté d'un monsieur qui lit le journal, et puis on sent qu'il
on voit qu'il entend à la radio Mozart, une sonate de Mozart, et puis ça semble l'inspirer pour aller prendre des leçons de piano. Et quand il joue à la fin, il joue cette espèce d'improvisation endiablée, puis après ça devient un tout petit peu plus calme, et en fait ça c'est un morceau de Rachmaninoff qu'il a écrit, dont je me souviens plus du titre, mais qu'il a écrit qu'il a pour la première fois joué lui-même en 1934, justement avec l'orchestre de Philadelphie. Donc il y a des sens comme ça, il y a des petits détails, y compris dans l'utilisation de la musique dans le film. Mais je ne sais pas s'il faut aller tout de suite au détail ou parler un petit peu de l'ensemble, de cette idée un peu dingue de nous imposer quand même toutes ces répétitions. Là, quitte à lasser et quitte à... Peut-être on peut revenir à le co-scénariste qui n'a pas fait grand-chose de très nouveau à part publier un livre sur la jeunesse du film. Ça a dû être sa seule fortune ensuite, et à qui on a bien sûr demandé d'où lui est venue l'idée, et puis finalement il s'est dit je cherchais une idée de scénario, il fallait que je fasse quelque chose, et j'ai réfléchi à ce qu'on m'avait appris pour écrire des scénarios, à savoir éviter les répétitions. Et donc il a évidemment pris à contre-pied cette idée et il est parti au contraire de la répétition. Mais ce qui est amusant, c'est que, alors, d'une part, son scénario n'était pas exactement celui qu'on voit et était même assez différent dans le sens où le film commençait sans que nous... Enfin, comment dire, le mauvais sort qui affecte le personnage arrivait dès le début et on ne savait pas exactement ce qui lui était arrivé et on comprenait au fur et à mesure qu'il était en train de revivre la même journée. Donc il n'y avait pas toute l'introduction. Donc c'était assez différent dans la structure et c'était, j'allais dire, beaucoup plus mystérieux et beaucoup moins linéaire, en fait, chronologique, si vous voulez. Donc, et d'autre part, c'était un film, du coup, beaucoup plus sérieux. Et en fait, ce qui a été réécrit, c'était, vous vous en doutez, parce que le film a des accents très, très commerciaux. C'est un film de la Columbia, c'est un film de studio. Il a été réécrit, il a été réécrit par Harold Ramis, le réalisateur, dans le sens d'une comédie commerciale. Donc, il a vraiment inventé des scènes comiques, avec aussi quelques dialogues improvisés par Bill Murray, notamment par exemple quand il dit dans le diner, quand il dit aux deux « Hey les débiles, il y a votre ambulance qui est là », voilà, bon, c'est des choses qu'il a improvisées. Donc il y a tout ce travail comique, mais aussi quand même du coup ça change un petit peu quelque chose de rendre le film plus linéaire, et finalement je trouve que c'est assez risqué, parce que du coup la répétition nous arrive sans surprise. Enfin, il y a un travail dans le film entre ce qu'on comprend, il y a assez peu de mystère puisque on est amené par la main à ce qui lui arrive, mais vous noterez quand même qu'il y a, malgré ce côté très linéaire et très accessible à tous, et c'était la volonté de cette réécriture, vous noterez qu'on ne sait jamais pourquoi ça lui tombe dessus. Alors que dans n'importe quel autre film, et d'ailleurs ça avait été demandé aux scénaristes au début, il y a d'autres films comme ça avec des paradoxes temporels, et il y a toujours une raison. Il y a une machine dans une fête foraine, quelque chose qui se dérègle. Je ne sais pas, il y a par exemple Retour vers le futur. Il y a toute une explication de ces espèces de pièges temporels comme ça, et ici elle n'est pas là. Et finalement, je trouve que cette absence, à la fois va au cœur de l'artifice, c'est-à-dire que les masques tombent, c'est accepté que de toute façon, c'est un artifice de scénario. Et d'autre part, ça nous fait un petit peu réfléchir, du coup, à que penser. Moi, je pense que ça nous emmène vers le côté plus initiatique du film et de modification, disons, psychique du personnage principal, et qui est un petit peu l'objet aussi de cette série sur le cinéma amoureux. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'on pourrait résumer le film à une sorte de roman d'apprentissage amoureux, ou comment un homme, enfin le spécimen masculin est une espèce de jerk, comme il est dit plusieurs fois au début, un connard, on pourrait dire, et comment il va être raffiné au fur et à mesure. En réalité, le scénariste, donc le co-scénariste, Robin, explique qu'il s'est beaucoup moins inspiré
de l'éternel retour selon Nietzsche, comme certains ont cru que c'était ça, ou même de la philosophie bouddhiste. Il y a eu plein d'écrits de bouddhistes qui se sont reconnus dans certains aspects de cette idée de la répétition, de l'acceptation finale, etc. Que tout simplement, dans ce qu'il a lu, alors c'est cette psychologue Elisabeth Kubler, je ne sais plus la deuxième partie de son nom, vous savez, mais maintenant c'est une vulgate, ce sont les 5 étapes du deuil. Hein. Donc qu'est-ce que c'est, la colère, le marchandage, j'en oublie une, mais non, le déni d'abord, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Je pense que c'est dans cet ordre-là, peut-être quelqu'un. Et finalement, quand on y réfléchit, c'est un peu ce qui façonne les différentes parties du film. Je vous laisse y réfléchir. Notamment, effectivement, cette dernière partie. Alors, à partir de quel moment on situe la dernière partie ? Alors, c'est là que je trouve que le découpage du film est intéressant. C'est-à-dire que autant il est linéaire, tout est expliqué quand même, on comprend très très bien qu'il lui arrive ce qui lui arrive, même si on ne sait pas pourquoi, mais on comprend bien que ce personnage très déplaisant au début va forcément devoir aller vers une amélioration et qu'il y a l'intrigue amoureuse. Bon, tout ça est très, très évident et très visible. En même temps, je trouve que les surprises sont dans le choix des ellipses. Parce que si on compte, alors moi j'ai essayé de compter, et puis après, il y a à peu près 35 jours qui sont couverts, qui nous sont montrés dans le film par les effets de montage, mais on ne voit pas évidemment 37 fois le réveil. Simplement, on comprend 37 fois que c'est un jour nouveau, mais évidemment, on ne sait pas combien de temps a passé entre chacun des jours. Et du coup, il y a toutes sortes de spéculations. Et si ça se trouve, c'est 10 ans, 30 ans, plus. Nous avons, les enchères montent. Évidemment, ça n'est pas dit. C'est une autre chose qui n'est pas dite. Combien de temps dure cet enchantement, enfin ce piège. Mais c'est quelque chose qui, du coup, nous tient en éveil sur la teneur des ellipses. Donc, il y a un jeu, disons, dans l'écriture et dans le montage du film, entre comment dire, on pourrait dire comme Hitchcock, la surprise et le suspense, hein, c'est-à-dire comme ces deux forces contraires qu'utilisent les scénaristes. Soit c'est la surprise, voilà, pour nous tenir en éveil, soit le suspense qui est l'inverse, enfin, mais qui nous tient tout autant en éveil, enfin, qui au lieu de nous réveiller, nous tient en alerte. Voilà. Et il y a les deux, et il y a un travail de l'ellipse qui n'est pas toujours celui qu'on croirait, et donc d'où des surprises, d'où la surprise comique de la série de Gifles, par exemple, sachant que tout cela retravaille aussi, tout de même, les étapes de la relation amoureuse telle qu'elle a été vue déjà 1000 fois dans les comédies romantiques. Donc voilà, c'est ce travail sur la répétition, il est évidemment à plusieurs niveaux. Un premier, je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, un niveau qui apparemment a été les gens en ont été très friands et qui serait un niveau philosophique. Mais en réalité, moi, je trouve que ce n'est pas forcément le plus intéressant que ce vertige existentiel. Disons que cette philosophie existentialiste qui est développée dans le film, et qu'on entend aussi dans qu'est-ce que ce serait que l'immortalité, hein, comment ça bouleverse notre rapport au temps, comment, voilà, si le monde devait exploser demain, comme il lui dit à un moment, donc ces questions qui sont là, qui sont posées explicitement dans le film, est-ce que pour autant elles en sont le plus grand intérêt ? Je vous laisse juge. En tout cas, il y a forcément au moins un autre niveau qui est de questionner aussi, du coup, le cinéma, j'allais dire. Parce que cette répétition, dont on comprend assez vite le principe, qui dit répétition, dit forcément variation. C'est-à-dire que du coup, on est attentif à la façon différente dont nous est montrée la même chose. Et j'en veux pour preuve le détail du réveil, avec un plan
d'abord un petit peu général où on voit ce qu'il y a autour, le vase avec les roses, vous connaissez ça par cœur, les 2 petits chocolats dans du papier doré, typique du bed and breakfast attentionné pour ses hôtes, etc. Et puis, plus on avance à un moment, plus on a des gros plans du réveil, uniquement du réveil, jusqu'à cette espèce d'hyperbole qui est l'insert, le très très gros plan sur ces réveils qu'on appelle les flip clocks, hein, les trucs avec les petits panneaux, là, comme dans les aéroports, enfin, un petit peu différent, mais et où c'est au ralenti que ça tourne. Et en fait, ils ont utilisé une maquette, quelque chose de beaucoup plus gros pour pouvoir faire ce très, très gros plan et le filmer avec une pellicule plus large, enfin. Donc, il y a ce travail-là de la différence dans la répétition et qui est évidemment au cœur du film, puisqu'il essaye de faire une différence, on pourrait dire, par rapport avec des répétitions. Et jusqu'à cette phrase qui dit à la fin, c'est différent, et elle dit en bien ou en mal, elle dit tout ce qui est différent est forcément bon, mais là, ça a l'air d'être très bien. Donc, ce travail sur la différence et la répétition, il rend attentif à la forme, du coup. Puisqu'on est dans les mêmes situations, évidemment, il y a un plaisir jubilatoire à se dire « Tiens, comment il va rencontrer le type de l'hôtel qu'il appelle au début pork chop, quand même, pork chops, enfin, côte de porc, et comment cette interaction va se modifier au cours du temps. » Mais donc, je disais, l'intérêt aussi, c'est d'attirer notre attention sur le procédé même du cinéma. Et pas seulement du montage. Le montage, ce serait la chose qu'on ressent fortement, puisqu'il y a des ellipses qui nous surprennent. On se dit « Ah, on est déjà le jour d'après ». Bon, ça, on le sent très bien dans le rythme. Mais un film sur le cinéma aussi, dans le sens où il y a cette séquence où il va très calmement dire voilà ce qui va se passer. Un camion, un chien aboie, machin arrive, il va sortir du camion, elle va perdre ses pièces qui vont se répandre par terre, etc. Et où là, très clairement, on sait qu'on a un metteur en scène, enfin, ou un scénariste, mais qui est là et qui orchestre, enfin, qui sait ce qui va arriver avant que ça arrive. Et puis, deuxième aspect un petit peu, je dirais, cinématographique, c'est toutes les scènes où on voit Andie MacDowell redire le même dialogue à très très peu de coupes, de manière très très rapprochée. C'est la scène du bar et du vermouth, là, du verre du cocktail, où elle dit exactement les mêmes répliques, mais comme ça, plusieurs jours d'affilée, et où on ne peut pas ne pas penser à cette idée de la prise qu'on fait quand on tourne un film. Et tout à coup, on se dit, ah oui, quand même, un acteur, il doit répéter plein de fois les mêmes trucs et nous faire croire que c'est la première fois, quoi. Et bon, c'est quelque chose qu'on sait, mais là, pour une rare occasion, on le voit à l'écran. Donc, je trouve, même si ce n'est pas la vocation première de ce film, je trouve qu'il a aussi cette qualité de rapprocher tout cela, c'est-à-dire un questionnement, disons, existentiel, mais aussi une réflexion sur le cinéma comme étant, disons, une simulation de première fois, surtout la comédie romantique, la comédie amoureuse où il s'agit de se rencontrer, de tomber amoureux comme au premier jour, etc. Mais en fait, au cinéma, on va faire la scène de la rencontre et du coup de foudre 10 fois, 20 fois, 30 fois. Donc réfléchir aussi sur le cinéma, mais en même temps lier ça avec le pseudo-éveil amoureux et de réfléchir sur le fait que peut-être que l'amour, le vrai amour, enfin bon, tout ce qu'on veut, c'est autre chose que la première fois, c'est autre chose que la première rencontre, c'est autre chose que la spontanéité et que peut-être au contraire, c'est un très très long apprentissage. Donc finalement, même si vous êtes venu voir d'autres films, et notamment au début de ce cycle, vous vous dites oh, dis donc, là, on est quand même dans les années 90, c'est très, très différent. En réalité, on retrouve quand même ce fil du perfectionnisme. C'est un mot de philosophie émersonienne, mais on pourrait dire de la perfectibilité de l'homme, j'allais dire du macho même. En tout cas, l'idée que dans la relation amoureuse, et notamment dans toute la période classique de comédie du remariage, cette éducation mutuelle à travers une guerre des sexes parfois rude,
voilà, elle aboutit à une reconnaissance de l'autre et de l'altérité. Ici, c'est un peu caricatural dans le sens où il est vraiment imbuvable au début, mais il y a des indices dès le début que cet homme a des failles, et j'emploie le mot faille parce que il va être pris dans une faille temporelle, mais si vous vous souvenez, dès le début, c'est évidemment pas un hasard qu'il porte le même prénom que la marmotte, qu'il appelle d'ailleurs rat ou gros écureuil. Donc cette façon de dévaloriser tout ce qu'il fait, hein, les pecnos, etc. Je repars dès ce soir, toute cette ville. Voilà, c'est aussi bien sûr, et on le sent dès le début, un désamour de soi. Hein. Donc on sent que tout ça va devoir être travaillé et que qu'il y a un lien entre l'incapacité à aimer à être dans le monde et l'incapacité bien sûr à s'aimer soi. Voilà. Mais comme toujours, j'ai l'impression à un moment que je parle trop. Donc j'aimerais bien que vous interveniez. Surtout monsieur qui a compté les jours passés. Merci. Bonsoir. Non, déjà pour l'histoire du comptage, je me suis amusé brièvement, hein, je n'ai pas fait des calculs spécifiques, mais avec comment il apprend à sculpter dans la neige. Il faut beaucoup de jours. Il y a des gens qui se sont intéressés à ça il y a pas mal d'années, des gros geeks, et qui ont calculé qu'il faudrait bien entre 30 et 50 ans minimum, et encore quand il est vraiment bon dans tous les aspects. Oui. Mais ça, c'est une évaluation de comment on apprend à jouer du piano de telle manière, ou comment on apprend à sculpter la glace, ce qui est quand même déjà très subjectif. Et pour savoir et connaître tous les gens de la ville, les petits détails, les machins, c'est impossible. Enfin, je sais pas, mais 100 ans, j'en sais rien. Non, j'avais une question avant de revenir sur ce film qui est vraiment dans mon top 30 personnellement, mais Bill Murray, tout ça. Mais non, par rapport aux années 80-90, j'ai bien compris le choix, mais depuis le début de l'année, je me demande toujours, pour les années 80-90, alors c'est très gros ce que je veux dire, très classique, mais pourquoi pas un film de Nora Ephron et ou avec Meg Ryan? C'est tellement classique pour ces années-là. On s'est interrogé, oui. C'est-à-dire, vous pensez à quand Harry c'est mon préféré personnellement. Quand Harry rencontra Sally. Quand Harry rencontre Sally. Effectivement, nous l'avons revu pour l'occasion. Je me souviens plus exactement pourquoi finalement c'était pas celui-ci qu'on avait choisi. Je pense pas que c'était une question technique de disponibilité de la copie. Moi, je me souviens de m'être dit, bon, les gens vont l'avoir vu, etc. Mais outre cela, non, mais que en fait c'est une sorte de, peut-être ils regardent trop vers la comédie classique. Nuit blanche à Seattle, pour revenir encore sur Meg Ryan. C'est vrai, mais j'avais cette idée que peut-être il y avait quasiment des remakes de films classiques et que ce serait peut-être un peu mieux de faire un pas de plus. C'est très original, voilà, hein, je trouve. Mais peut-être que Jean-Paul qui se souvient du dialogue. Oui. Oui. Alors, le déséquilibre entre, disons, une période classique qu'on peut dire entre 30 et la fin des années 50, ça, il est complètement dû à moi et donc complètement assumé de ma part. Et voilà, pour moi, c'était vraiment la grande période de la comédie amoureuse telle que je voulais la montrer. Et aussi un petit peu pour aller contre l'idée que la comédie romantique, voilà, c'est une sorte de genre. En fait, je déteste, oh là là, quand je pense que Jean-Baptiste Thorey était ici il y a peu de temps, je déteste les genres, disons, tant pis, c'est peut-être enregistré. Non, c'est-à-dire l'idée d'un genre, c'est tout de suite on a une espèce de boîte, de truc commercial qui est défini. Certains s'en sortent très bien, font des variations autour, etc. Mais justement, l'intérêt, c'était de sortir de cette idée comédie romantique et de voir plutôt la comédie amoureuse, et elle varie c'est selon les... C'est original, hein, parce que j'avais jamais vu ce film comme ça. Pour moi, c'était un petit bout ou une petite forme, mais c'était loin de tout ça, donc c'est vraiment une relecture. Et ça, je dois à Jean-Paul de tout à coup m'avoir rappelé que il y avait cet aspect amoureux dans ce film, Un jour sans fin, alors que ce qui en est retenu est plutôt le côté justement faille temporelle, c'est-à-dire le côté fantastique et les lectures un peu philosophiques qui peuvent en être faites, alors que cet élément amoureux, du coup, change un petit peu le prisme. Quand on le regarde à travers le prisme de la comédie amoureuse, tout à coup, c'est lié.
C'est-à-dire que, de même qu'il ne nous ait pas dit pourquoi il tombe dans le trou, lui, hein, et le trou, c'est pas rien, c'est aussi le trou du trottoir, qui a été laissé intact, d'ailleurs, dans la ville où le film a été tourné, à savoir Woodstock, dans l'Illinois, et non pas Woodstock du festival, mais bref. Donc, évidemment, ils ont fait tout un tourisme autour de ça, hein, c'est écœurant. Bon, bref, donc le trou n'a paraît-il pas été comblé. Mais pourquoi je disais ça? Oui, donc il y a donc un lien entre le fait qu'on ne sache pas pourquoi il tombe dans le trou, mais aussi le fait ce ne soit pas non plus tout à fait explicite pourquoi il en sort. Sauf à penser que ce serait tout à coup un moment d'authentique amour. Alors, quand il fait tout le processus de parfaite séduction, c'est là où je trouve ça assez malin, c'est-à-dire qu'il a tout bon, sauf qu'il a tellement tout bon, vous vous souvenez, quand il achète la bonne glace, non seulement le bon cocktail, mais ensuite la glace au parfum, c'est quoi, Rocky Road, chocolat amande, chocolat noisette, non, chocolat amande, et que voilà, c'est exactement la glace qu'elle aime, etc. Ce qui est assez drôle, c'est effectivement la chute avec le fait que, justement, c'est trop bien, et que l'amour, c'est pas connaître exactement l'autre et faire tout ce que l'autre attend, tout ce que l'autre espère, c'est évidemment s'abandonner, disons, se déprendre, y compris de la séduction qu'on peut exercer sur l'autre. Donc là aussi, c'est vrai que ça rentre quand même dans ce sillage des comédies amoureuses, de comment apprendre à aimer, quoi, et comment en même temps c'est apprendre à vivre, et comment c'est politique. Voilà. Donc il devient un meilleur homme, mais je pense que l'intérêt du film, c'est qu'on ne s'arrête pas au moment où il devient vraiment un meilleur homme au sens moral, un petit peu moralisateur. Mais c'est autre chose. C'est plutôt au moment amoureux où il accepte ce qui lui arrive, y compris voilà, de laisser l'autre s'endormir. Alors que peut-être il aurait pu se passer quelque chose de plus concret entre eux, et puis finalement, elle s'endort. Mais il y a quand même aussi tout le jeu comique avec, par exemple, moi, ce que j'ai vu comme étant au niveau musical, des allusions à Superman. Mais il faudrait que je revoie Superman, le film. Quand il sauve l'enfant, etc., il y a une façon d'utiliser la musique qui me rappelle les moments où Superman intervient. Mais, donc il y a aussi des jeux comme ça avec d'autres films. Il y a un autre moment, Superman. Non, justement, pas Superman, j'allais dire, c'est pas l'exorcisme, plus Psychose ou le genre de film, au moment où elle découvre justement qu'il est en train de lister, et là, la musique, il y a comme un arrêt, et limite, on attend un rideau et des couteaux derrière, ouais. Mais là, c'est plus comique du tout, notamment pour Andy McDowell. Et là aussi, il y a un jeu avec la musique et une petite tension, justement. Oui, je pense que la musique est utilisée presque au second degré, en tout cas en sachant très bien qu'elle est souvent utilisée au cinéma pour orienter les émotions du spectateur. Et que donc là, le film étant un condensé de plein de petits genres possibles, parce que c'est des bifurcations narratives de la même journée, mais qui sont aussi un petit peu des genres différents. Donc on a l'apologue, la fable morale, la fable philosophique, on a la comédie vraiment du jeune type célibataire, un petit peu méchant, sarcastique avec tout le monde, on a ses réflexions sur le cinéma, on a la comédie amoureuse, donc la musique module aussi un peu ça, voire crée des espèces de fausses pistes et s'amuse à créer des fausses pistes. Mais c'est vrai qu'il faut malgré tout, je pense, pour que le film réussisse, qu'elle soit pas trop second degré non plus. Donc c'est un peu le risque. Mais pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que le film soit si détaché de ce que j'aime tant, et vous l'aurez compris en regardant la liste des 9 films, à savoir ce cinéma classique, très, très classique. Et on a ouvert le cycle avec Frank Capra, It Happened One Night, New York, Miami. Et en fait, moi, le film auquel ce film me fait le plus penser, c'est La vie est belle, It's a Wonderful Life. Est-ce que vous l'avez vu ? On l'a passé ici il y a 2 ans. Oui, donc vous n'avez pas d'excuse. Et puis vous l'avez vu parce que il se trouve que It's a Wonderful Life, c'est le film qui comptait mettre au fronton du cinéma de la ville, Alpine, le vieux cinéma qu'on voit dans Punxsutawney, dans cette ville,
Et puis je sais plus, finalement ils l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils devaient se douter déjà que le scénario même faisait penser à It's a Wonderful Life. Et du coup ils ont mis Heidi 2. Mais quand on y réfléchit, du coup j'ai eu cette espèce ça me frappe en réalité. Dans It's a Wonderful Life, quelqu'un est tout simplement dépressif, déprimé, poussé, voilà, au bord du suicide. Et Dieu lui envoie un ange pour lui montrer le monde tel qu'il eût été s'il n'en avait pas fait partie. Puisqu'il souhaite sauter du monde, eh bien, il va voir le monde tel qu'il eût été, mais s'il n'avait pas existé. Et donc, on voit ce que son entourage serait devenu, ce que sa petite ville, c'est aussi un small town, serait devenu, etc. Et le film de Capra est complètement dingue quand on y pense. Il date, It's a Wonderful Life, ça doit être 46. Oui, 46. Et c'est complètement fou parce qu'il commence, figurez-vous, dans le ciel. Il commence on ne dit pas le ciel, on dit les cieux peut-être, enfin le ciel, le paradis. Et on entend une conversation entre Dieu et ses aides. Et finalement, on comprend que ce petit dispositif de montrer à quelqu'un le monde sans lui, c'est une sorte de projection. C'est vraiment un dispositif de projection cinématographique. On va lui projeter le monde sans lui, sauf qu'il va l'arpenter, ce monde. Il va secouer les gens en disant « mais tu ne me reconnais pas, mais c'est moi, c'est ton mari ». Mais non, elle ne s'est jamais mariée puisqu'il n'a pas vécu. Et donc il y a aussi ce côté, il y a même beaucoup plus dans le film de Capra, ce côté tragique en fait, de voilà, te voilà exaucé, tu veux mourir, eh bien, regarde un petit peu la marque que tu n'aurais pas laissée si tu n'avais pas existé. Donc c'est à la fois plein d'espoir sur l'empreinte que peut faire un individu dans le monde, mais en même temps, ce que nous voyons, c'est un cauchemar. C'est vraiment, il nous montre un cauchemar. Il ne nous montre pas du tout un film unanimiste tel qu'on l'imagine avec Capra. Donc je me suis dit que c'est pas du tout la même chose dans le sens où c'est pas le même dispositif, mais il y a quand même ce type de dispositif. Ici, c'est le bégaiement et la répétition. Dans l'autre, c'est l'absence de soi, l'espèce de désincrustation. D'un coup, on prend la même chose, mais sans un petit personnage, et on regarde ce qui se passe. Mais il y a cette même tension entre le désespoir et puis au contraire une forme de transcendance. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que ce film-ci commence avec les nuages. Avant la toute première scène, au générique, c'est des nuages qui avancent très vite, donc ils commencent aussi dans le ciel. Et puis ensuite, on a le fond bleu, la météo, puisque le film est sur le temps, à la fois le temps au sens de le temps qui passe avec toutes les horloges. On voit aussi des horloges dans le diner. Il y a deux horloges qui sont fixées toutes les deux à 11h30. Et puis sur le temps au sens du temps qui fait avec the weatherman, le monsieur météo. Donc on a à la fois au départ ces nuages qui peuvent nous rappeler, en tout cas qui moi m'ont rappelé le début de La vie est belle, et en même temps tout de suite on est dans le faux, enfin dans la simulation avec ces jeux de mains comme ça devant l'écran que je trouve très drôle parce que c'est un peu comme les gestes des hôtesses de l'air. Enfin, pour moi, c'est-à-dire qu'on rêve tous de les faire un petit peu et de les imiter. Enfin, il y a une sorte de jubilation à soi-même faire ce type de geste. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait, elle, ensuite, une fois qu'elle n'est plus à l'antenne. Et il y a tout un petit motif dans le film, justement, sur les mains. Au début, il est comme ça. Et puis il y a aussi, après on voit des mains à plusieurs reprises. Il refait son show de Monsieur Météo à l'hôtesse du petit déjeuner, Madame Lancaster. Et puis il lui dit mais vous vouliez vraiment entendre ça ou juste bavarder? Elle dit bavarder. Puis elle fait un geste comme ça avec ses mains. Et puis quand il va chez le psychiatre. Aussi, il y a ce jeu très très burlesque sur cet homme sans tête et qui a un coussin à la place de la tête et on voit ses deux mains qui écrasent comme ça le coussin. Donc il y a tout ce petit fil comme ça des mains et du démembrement peut-être. Vous vous souvenez ce que dit le Ned avec ses assurances? Il dit il a même pris en plus une prime pour décès et démembrement. Donc
Ouais. Sur la VF, le côté comique il est même plus subtil, je trouve. Ah bah, donnez exemple. Dans les traductions, vous voulez dire? Dans les sous-titres? Oui, dans la traduction, pour le côté comique, comme vous parliez de quelques scènes, là, quand il veut sortir justement dans le tout premier jour et qu'il demande à être transféré parce que c'est une star et il a des problèmes, donc ça fait 2 cas, et il fait je prendrai la pelle. Et qu'est-ce qui arrive? Une pelle. Oui. C'est pas du tout pareil en VO. Quel autre cas à plusieurs reprises, en fait, il y a des petites subtilités. Est-ce que vous vouliez parler du temps ou parler du beau temps? Voilà, tandis que c'est un petit peu différent quand il parle avec Madame Lancaster en VO. C'est des petites subtilités qui fait que de temps en temps, en version française, ils ont réussi à trouver le comique plus, j'ai envie de dire. Pour une fois qu'on dit ça, j'ai pas regardé le nom des adaptateurs, mais ça c'était leur ferait plaisir. C'était la bonne époque du doublage où on prenait notre temps aussi. Là, c'est pas le doublage, oui, c'est le sous-titrage, c'est l'adaptation. Ouais. Mais effectivement, ils sont assez bons en général, les sous-titreurs, je trouve. Enfin, ce sont vraiment des adaptateurs. Alors là, ils ont trouvé, par exemple, quand elle lui récite le poète de Walter Scott, et il dit, il est mort de rire. Elle dit, vous n'aimez pas la poésie. Et alors la traduction, c'est mais si, mais je crois que c'était de Ridley Scott. Et donc pour un Français, il faut déjà être un tout petit peu alerte, savoir que Ridley Scott, c'est un cinéaste, réalisateur d'Alien. Bon, d'accord, c'est moyennement drôle. Willard Scott est en fait ce qu'il dit. Donc ils ont carrément changé le prénom, puisque lui, il dit, je pensais que c'était Willard Scott. Et Willard Scott, c'est un acteur comique, mais notamment connu pour avoir joué Ronald McDonald. C'était lui le clown, là, vous voyez bien, oui, le clown de McDonald's. Donc là, on passait de Walter Scott à le poète écossais 19e à Ronald McDonald. Donc c'était un peu plus... Mais on ne peut pas toujours tout traduire, donc ils ont bien fait de changer. Mais pour une fois qu'on dit ça, c'est plutôt... Mais effectivement, il y a à écouter aussi le film. Ce n'est pas seulement le scénario et ce travail de montage. Il y a effectivement des touches dans les dialogues. Mais me semble quand même important toute cette idée qui commence au début avec cet homme météo qui souffle les nuages, et c'est le lien entre le pré-générique de ces nuages qui avancent très vite et puis lui qui fait comme ça pour plaisanter. Mais n'empêche que quand on le voit souffler ces nuages, on se dit mais il se prend pour Dieu, ce type. Et c'est un fil, et c'est pour ça que je pense que le film est très Capra-esque, parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire que cet homme, c'est pas seulement qu'il est égocentrique, c'est qu'il est dans la maîtrise, mais évidemment, c'est ça qui va lui échapper avec cette répétition. À un moment, il croit à nouveau maîtriser encore mieux le réel, parce que grâce à cette répétition, il va tout apprendre. C'est vraiment l'abbaye de Thélème. Voilà, tout est possible. Donc, je vais apprendre chaque jour. Je vais bouffer du savoir. Je vais manger de la poésie et apprendre le piano et les langues étrangères, etc. Et puis, deuxième désillusion par rapport à ça, parce que la maîtrise du réel, it only goes it doesn't go a long way. C'est-à-dire, à un moment, il faut s'en déprendre aussi. Donc il y a ces deux étapes, mais en tout cas, il passe par se croire Dieu en faisant le monsieur météo et en soufflant les nuages, et puis deuxièmement, se croire un Dieu, comme il lui dit dans le diner, en disant non, je ne suis pas Dieu, mais je suis un Dieu. Et même peut-être que je suis un peu comme Dieu, parce que si ça se trouve, en fait, Dieu c'est un simulateur. Dieu, il ne fait que... C'est un truqueur, c'est un metteur en scène avec des décors et c'est un scénariste. Bon, ça, c'est une idée aussi qui, pour moi, vient tout à fait de La vie est belle de Capra, du début de Cette vie est belle, où on comprend qu'il y a une analogie entre le Dieu, entre Dieu et le metteur en scène. Chez un cinéaste catholique, c'est pas un blasphème de sa part. Et c'est pas non plus, je pense, une mégalomanie de la part de Capra. C'est disons, une forme de goût de la métaphore et de goût pour des films qui, pour être bons, doivent aussi réfléchir sur leur propre nature de film, enfin, me semble-t-il. Réfléchir sur la mise en scène, en même temps, bien sûr, que ça ne se voit pas, et qu'il raconte tout à fait des histoires. Il raconte bien sûr, avant tout, des histoires et des histoires d'amour. Est-ce que vous avez d'autres remarques, questions ?
Oui, moi je sais pas, vous ne l'avez pas évoqué comme ça, mais dans toute l'histoire en fait telle qu'elle est racontée, oui. Ça raconte quand même. Parmi les ruptures, vous disiez sur les 5 étapes du deuil, etc. Il y en a quand même une qui est très frappante. C'est au moment où le mendiant, le vieux mendiant, oui. meurt, oui. Et que justement l'infirmière lui dise, il comprend pas en fait comment ça se fait qu'il meurt, c'est pas le genre pour mourir, et qu'elle lui dit, mais simplement parce qu'il est vieux. Alors du coup après, je me souviens plus exactement comment ça tourne, mais du coup c'est à partir de là oui. qu'on a l'impression qu'il y a à la fois une soif de faire de sa journée qu'il est condamné à revivre quelque chose d'utile, pas pour lui, où du coup il va sauver tout un tas de personnes, entre le garçon qui tombe de l'arbre, celui qui s'étouffe, etc. On ne sait pas trop s'il a réussi à sauver le vieux d'ailleurs, parce que lui disparaît ensuite. Je ne crois pas, on ne le revoit plus, il ne fait plus partie des sauvés. Et en fait, finalement, à sa toute dernière journée, si on peut dire, au début, en fait, il envoie Andy McDowell, parce qu'il n'a pas le temps, en fait. Il ne lui parle même pas. C'est-à-dire qu'il se désintéresse complètement d'Andy McDowell, parce qu'il a plein de choses à faire. Et c'est justement parce qu'il s'en désintéresse. Vieux truc de séducteur. À lui, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est oui, l'histoire. Oui. Enfin, c'est vrai, c'est un vieux truc, mais il y a vraiment quelque chose autour de ça qui est de se dire finalement. C'est vrai qu'avec l'égocentrisme, on n'arrive pas à grand-chose. C'est vraiment quand on est au pied du mur, une fois qu'on a fait tout son cinéma, qu'on a essayé de se tuer dans tous les sens et ça ne marche pas, qu'on se dit, voilà, quitte à être là, je vais peut-être essayer de faire quelque chose, quoi. Oui, parce qu'on pourrait dire que le suicide, et qui est comiquement, disons, mis bout à bout, comme ça, toutes ces différentes manières de mourir, sont encore des façons de maîtriser. De manière hystérisée complètement le réel. Je dis hystérisée parce qu'il y a cette scène du bonhomme de neige qui est montrée 2 fois. Donc une fois où c'est la grâce du moment, ils tombent tous les deux, ils sont au bord de s'embrasser, mais ils s'embrassent pas, mais quand même du coup ça continue, etc. Et puis la deuxième fois, il sait très bien que tout ça va se passer, il répète les mêmes choses, il sait que les enfants vont arriver, qu'ils vont faire une bataille de boules de neige, sauf que c'est comme un acteur qui aurait quelque chose à faire après la scène et qui surjoue et qui se dépêche de dire son texte, et évidemment tout foire, c'est-à-dire qu'il fait peur, il tombe par terre, il fait comme ça pour essayer de se rapprocher d'elle par terre, et là il y a un vrai talent burlesque du corps, comme avec le coussin de Bill Murray qui vient casser aussi cette espèce de côté éthéré ou spirituel, ou voilà, qui serait dans cette grâce amoureuse. Alors donc cette façon de se tuer, les 1001 façons de se tuer sont quand même, voilà, le suicide, et ça je pense que c'est également dans La vie est belle, et forcément de la part d'un catholique, il ne va pas estampiller le suicide comme étant une bonne solution, mais en tout cas le suicide fait partie de l'égocentrisme quelque part, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai le droit de foutre ma vie en l'air, y compris en enlevant la marmotte. Parce que quand même, cette tradition qui existe, qui est une vraie tradition d'Amérique du Nord, voilà, la ville de Punxsutawney, elle existe, voilà, elle n'était juste pas assez cinématographique pour que ce soit là. Mais, donc tout ça, c'est quand même aussi enlever la mascotte de toute une ville. Enfin, il ne se tue pas tout seul en plus la première fois. Et puis il se donne en spectacle. Il dit, voilà, c'est l'heure du show. Il dit à l'autre fille, à son double rongeur, il dit, voilà, ça y est, it's showtime Phil. Et donc, voilà, son spectacle, au lieu d'être devant la caméra en Monsieur Météo, on sent dès le début, ça ne lui convient pas. Il pense qu'il devrait être quelqu'un de plus important, être dans une chaîne de télé nationale, etc. Ben là, voilà, se suicider, c'est tout simplement vouloir être la vedette, quoi. Quand on se jette du haut d'une falaise comme ça, au moins on a son heure de gloire. Donc c'est vrai que c'est le prolongement de ça. Donc c'est pas ça la vraie découverte existentielle de la mort. Et c'est pour ça que ça doit passer par le vieux monsieur, et que le côté charitable ne va pas marcher cette fois-là. Il lui donne tous les billets, il meurt, il lui fait manger 2 bols de soupe et un sandwich et du melon, il meurt quand même. Voilà, sometimes people just die. Et effectivement, c'est assez beau que ce soit l'acceptation de la mort de l'autre, et de l'autre en tant qu'inconnu, qui vraiment marque
toute la phase d'acceptation, en fait. Donc la dernière phase, et c'est pour ça hein, d'ailleurs que les bouddhistes y ont vu, c'est tout cet assentiment. Mais au fond, cette idée de consentir au monde, et qui n'est pas non plus un fatalisme, mais se retrouve, à mon avis, dans beaucoup de films qui sont des chefs-d'œuvre. C'est-à-dire que c'est une sorte d'équation, si vous voulez, et notamment des films tardifs de certains metteurs en scène, comme Le Fleuve, The River, de Jean Renoir, tourné en Inde, où il y a toute cette idée de ce qu'il appelle le digestivisme, et où en fait il s'agit de consentir au monde, même dans ce qu'il a de plus révoltant, à savoir la mort d'un enfant, qui est complètement injustifiable et insupportable et insoutenable. Et donc pour arriver à cet état, alors lui, Renoir, il a trouvé ça dans l'hindouisme, hein, c'est ce qu'il a compris en tout cas de l'hindouisme qu'il ne connaissait pas avant d'aller en Inde. Mais voilà, on trouve souvent ça chez des cinéastes, d'arriver à cette acceptation du réel. Et je pense que c'est à mettre en parallèle, en tout cas en programmant ce film, c'est avec ce que je disais de la comédie du remariage comme étant accepter l'autre comme étant vraiment autre, quoi, et pas essayer de le réduire à soi tout le temps et de le changer à tout crin. C'est drôlement sérieux hein, pour un débat sur une comédie, je suis vraiment désolée. J'ai pas de punchline. C'est juste une petite remarque du coup par rapport à ça, ce que tu disais sur le fait que voilà, la comédie du remariage, la guerre des sexes. Mais je trouve que du coup, mais par la nature même du film, en fait, le personnage féminin est, enfin c'est pas qu'il n'est pas intéressant, mais il évolue pas et il est un petit peu trop parfait. Enfin, je sais pas comment dire. Ça aurait pu être un personnage un peu plus je sais pas, avec un peu plus de failles aussi. Enfin là, il y a un côté, moi j'avoue, parfois un peu agaçant. Enfin, mais oui, elle a un sourire. C'est-à-dire, je pense que c'est l'une des comédiennes qui parvient à parler en souriant le mieux. C'est-à-dire qu'elle a vraiment une capacité à dire ses dialogues en souriant. Et on voit bien ses dents qui sont parfaites sans être blanches. Enfin bon, il y a vraiment un travail de photogénie, je trouve, sur elle. Et on se dit, mais en fait, tel profil, tel trois quarts de face, enfin, il y a pas de faille, quoi, effectivement, quel que soit l'angle de... moi, je pense que c'est un peu fait exprès. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une... Ça peut pas être symétrique, en l'occurrence. Je pense que ça, mais je ne sais pas, ça c'est plus des questions d'écriture et après tout je ne suis pas scénariste, mais si les deux ont des failles, c'est vrai que ça devient très très compliqué et que la nature presque schématique de ce film est importante pour voir les détails, pour voir par ailleurs le travail qui est fait sur les détails. Que ce soit, je ne sais pas, la voiture rouge dans laquelle ils montent avec les deux ivrognes, qu'est-ce qu'elle dit de leur vie, ou bien pour entendre des phrases comme ce que dit l'un des deux quand il dit mais qu'est-ce que tu imagines si tu revivais toujours le même jour et que tu étais coincé ici, et il dit bah oui, en fait c'est ça, quoi, c'est ma vie, voilà. Et bon, pour entendre, disons, la profondeur entre guillemets de ce type de dialogue, je pense pas qu'un travail d'orfèvre de la psychologie soit forcément propice, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas un film psychologique, sinon en partie parce qu'il montre l'initiation d'un homme. Mais effectivement, c'est pas le personnage féminin qui est amené tellement à... Mais c'est assez fréquent dans ces films hein, que la femme sache déjà ce que l'homme ignore et soit déjà arriver à cette initiation par elle-même. C'est souvent l'homme quand même qui court derrière, non ? J'ai peut-être une vision un peu déformée. On a eu partiale. Beaucoup de films qui étaient pas dans ce cas de figure. Ouais. Oui, on a vu notamment le film de Sturges, The Lady Eve, qui est l'un des plus intéressants sous cet aspect, mais qui n'est pas forcément un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, mais en tout cas, lui, il va très loin dans le travail du personnage féminin, qui est à la limite du mal au sens pas avec un E, hein, du mal evil, et du coup est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a une dureté dans le personnage joué par Barbara Stanwyck dans The Lady Eve qu'on a montré ici. Là, effectivement, il me semble que c'est pas l'objet, oui. Merci encore.
C'est la dernière fois, promis. Je veux dire, je connais pas du tout le film de la prochaine fois avec Ben Stiller. Je sais pas, par rapport à ce que nous montre la bande-annonce, est-ce que par rapport à la question qui vient d'être posée, est-ce que ce serait pas justement le contraire? Parce que dans la bande-annonce, elles ont l'air d'être loin d'être parfaites. Surtout la blonde qui se conne partout, etc. Est-ce que justement par rapport au personnage d'Andy McDowell, c'est pas l'antithèse? Oui, bah, c'est-à-dire que Andy McDowell, on ne va pas dévoiler le film de la prochaine fois, qui en plus vous amène à la plage, donc voilà. Mais donc on quitte le froid pour aller vraiment en vacances. Mais il faut, moi je crois que quelque part ce côté lisse, alors je dis pas qu'il le faut, mais ce côté lisse fonctionne par contraste avec, j'allais dire, la rugosité du personnage. On dit ça, la rugosité? Ouais, pas très beau. Du personnage joué par Bill Murray, et notamment, d'ailleurs, quand je dis rugosité, c'est son visage qui me... Il a des cicatrices d'acné quand même très, très, très marquées. C'est ce qui caractérise son visage. C'est l'un des acteurs, voilà, sur lesquels on le voit. Et il me semble qu'il y a quand même un travail dans le film sur ce contraste entre ce visage tellement parfait qu'il a été utilisé pour les cosmétiques, celui d'Andy McDowell, et ce type qui est quand même, voilà, qui est cabossé, qui d'ailleurs devait être dans le scénario plutôt joué par quelqu'un de 25 ans et qui est joué par quelqu'un de 40 ans. Et voilà, du coup, ça change aussi la texture de ce personnage. Et puis le mettre en plus à côté de son double marmotte, enfin voilà, quelque chose c'est un rongeur, c'est voilà, donc je trouve que ça fait un contraste. Et comme par hasard, elle est habillée souvent en rose, en bleu pastel, en rose pastel, enfin. Effectivement, je ne crois pas qu'il y ait pas eu un grand travail pour essayer de la rendre moins mièvre. Elle est comme ça. En buvant, elle dit je porte un toast à la paix dans le monde. Quoi. Il faut qu'elle soit comme ça. Possible, quoi. C'est pas possible. Enfin, bon. Oui, mais c'est ça qui est comique. C'est qu'il en arrive, lui, et on n'y croit pas une seconde à ce moment-là, à dire oui, je vais prier et porter un toast à la paix dans le monde. Et du coup, c'est hilarant. Oui. Bah, le problème, c'est qu'après, on a un peu moins envie qu'ils sortent avec elle. Quoi. Je trouve. Oui. Ouais. Ah ouais. Ouais. Enfin bon. Non, mais c'est vrai, ça aurait donné quelque chose de psychologiquement beaucoup plus bancal et sans doute plus intéressant. Mais c'est pour ça que ça me fait penser aux Sturges. Parce que quand on a une actrice comme Barbara Stanwyck, on va beaucoup plus loin dans l'ambivalence, en fait, dans l'ambivalence morale, dans ce que c'est que séduire, dans être belle, être laide. Voilà, il y a des actrices qui comportent tout ça. Andy McDowell, non, c'est beaucoup plus limité. Et le personnage aussi, hein, quand elle décrit son homme idéal, moi j'allais dire au secours. Donc vous voyez, chacun selon sa position, la liste qu'elle dresse, quand elle lui reproche de faire une liste, vous vous souvenez, quand ils sont dans la chambre et qu'elle dit mais en fait vous avez appelé tous mes amis et vous avez fait une liste pour savoir comment me séduire, mais on se dit mais finalement elle aussi elle a une checklist, elle aussi. Et le type doit être beau sans le savoir, doit être humble, c'est épouvantable. Donc le film s'amuse de ça, s'amuse des listes et des top 30. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu alors qu'il y avait le débat politique. Non, mais c'était vraiment plus intéressant aussi, hein. Et je vais pas vous coincer dans cet espace-temps. Mais en tout cas, je vous invite alors à revenir demain pour La Passion de Jeanne d'Arc, vraiment magnifique épiphanie du visage aussi. Et venir aussi le 14 juin. Cette fois-ci, voilà, voir The Heartbreak Kid, les femmes de ses rêves. Et est-ce qu'il y a d'autres projections en parallèle? Je ne sais pas. Hein, non, pas ce mois-ci. D'accord. Donc voilà. Et ce qu'on n'a pas dit, mais parce qu'on l'a dit les autres fois, l'année prochaine, on montrera des comédies musicales. Donc en fait, on parlera aussi d'amour. Voilà. Merci et bonne nuit.